Votre rendez-vous dominical sur Espace FM, c'est le boulevard du compas. 13h-16h. Encore merci à vous toutes et à vous tous d'être fidèles au boulevard du compas sur Espace FM tous les dimanches 13h-16h. Nous sommes toujours à l'heure de la rubrique Un acteur à l'honneur. Deuxième partie. Venise, c'est à toi. Merci Michel. Donc justement, nous étions en train de parler, Gabriel, de vos projets, les projets que vous avez réalisés dans les départements, les 10 départements en Haïti. Donc quelles étaient vraiment vos plus belles fiertés? Et vous nous avez dit que justement, tout ce que vous avez pu entreprendre, c'était une fierté pour vous. Donc on va continuer là-dessus. Oui, et comme je disais, on a parlé de Haïti, je m'engage. Bon, j'ai déjà dit tout ce que Haïti, je m'engage m'a apporté en termes de leadership et je disais que je suis fier de chacune de mes initiatives parce que chacune, c'est une pierre dans la construction de l'édifice que je suis aujourd'hui. Et je venais justement à Éloquence, club de plaidoirie, qui m'a beaucoup aidé, comme on dit, c'est un club de débat et d'éloquence. Donc, j'étais déjà un orateur, mais arrivé à Éloquence Club de plaidoirie, on a développé mon éloquence, on a développé ce qu'on appelle cette capacité d'absorber le public. Donc, Éloquence Club de plaidoirie m'a vraiment perfectionné, m'a donné un aura extraordinaire, surtout lorsqu'on avait réalisé le 15 avril 2018 le premier match international de débat avec la Fédération française de débat et d'éloquence issue de l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et l'équipe haïtienne avait gagné. Donc, on avait débattu un sujet, la paix, une réalité ou une illusion. Et on avait bien débattu et depuis ce jour-là, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est développé chez moi. Et ensuite, je dois aussi vous parler de la Fondation Invictus, donc qui m'a donné ce côté international, ce côté internationaliste, c'est-à-dire c'est à travers la Fondation Invictus que j'ai commencé à voyager, à explorer le monde, à explorer l'Europe. Et ensuite, je suis devenu un cadre. Et bon, je dois vous dire, à chaque fois que je fais une expérience avec une institution, je deviens un cadre supérieur à l'intérieur de cette institution. Comme Haïti, je m'engage. J'étais entré comme un simple jeune et à la fin, j'étais coordonnateur général du département des jeunes. Avec Éloquence de plaidoirie, j'ai participé à une formation et puis à la fin, j'étais devenu le capitaine de l'équipe senior, vice-coordonnateur général et maintenant je porte l'un des plus grands titres, l'une des plus grandes distinctions de ce club qui est débatteur en or parce que j'étais le prix d'éloquence lors du premier match international le 15 avril. Donc, je suis sacré débatteur international et débatteur en or. Et j'en profite aussi pour saluer Maître Emmanuel Gentil, qui était mon mentor, qui est toujours mon mentor à Éloquence Club de plaidoirie. Je salue aussi le major Joseph Dionor Alexandre, qui était mon mentor à Haïti, je m'engage. Et là, maintenant, je reviens vers la Fondation Invictus, donc qui est comme une couronne, qui m'a couronné. C'est surtout après le match que j'avais rencontré le père Lenz Chanel, qui est le coordonnateur général de la Fondation Invictus et le représentant de la Fondation en Haïti et dans les Caraïbes. Et il m'avait recommandé. Et depuis 2018, on a commencé à voyager ensemble. Et jusqu'à ce qu'on a pu créer en 2022 une école qui est EMA, qui est la première. EMA veut dire École d'assistance maritime aérienne et hôtelière. On est basé au Cap-Haïtien. Oui, on va en parler. Et c'est la toute première école d'aviation civile et d'assistance maritime en Haïti. Donc je pense que il y a aussi une institution avec laquelle j'ai eu beaucoup d'aventures, c'est ANDC, c'est l'alma mater, c'est l'Académie nationale diplomatique et consulaire. Donc c'est là où j'ai étudié la diplomatie. Et je pense que c'est mon passage à la NDC m'a ouvert les yeux, et non seulement sur le monde, mais sur moi-même. M'a montré vraiment ce que je suis, ce que je peux faire et ce que je dois être. Donc, je suis vraiment fier de chacune de ces institutions et je leur envoie un grand big up d'avoir participé largement dans la construction de ce Stevens Grégoire Gabriel dit l'Archange que je suis devenu aujourd'hui. Comment voyez-vous le rôle de la jeunesse haïtienne dans le développement communautaire et national? Donc, les jeunes doivent s'impliquer parce que nous sommes le matériau principal pour ce développement. Donc, on est 65% de jeunes. Donc, si on se fie aux statistiques qui disent qu'on est 12 millions, donc quand on est 65%, donc cela veut dire qu'on représente entre 7 à 8 millions. Donc, 7 à 8 millions de jeunes éparpillés un peu partout dans la diaspora, dans les 10 départements du pays. Donc, nous sommes la force vive, nous sommes le moteur. Donc, cela symbolise que le pays est jeune.
Donc, si la France est vieille, si l'Allemagne est vieille, si l'Europe est vieille, mais Haïti est jeune. Donc, c'est normal. Oui, parce que, imaginez-vous, lorsqu'on a découvert... Il faut le redire, ça, on a besoin de l'entendre. Oui, bon, moi, je dis, si la France est vieille, si l'Allemagne est vieille, si les pays occidentaux, si les pays européens se font vieux, mais je dis qu'Haïti est jeune, parce qu'on est jeune à plusieurs niveaux. On est jeune parce qu'on a seulement 2 siècles d'existence en tant que république. Donc c'est à partir de 1804 qu'on est république, qu'on a pris notre destin, qu'on est un État indépendant. Donc cela veut dire qu'on a seulement 2 siècles. Et 2 siècles veut dire qu'on a 2 ans. Parce qu'un pays calcule son âge par siècle. Donc comme lorsqu'on étudiait la littérature française, on étudiait les siècles. Donc, vous vous imaginez que lorsque la France faisait son 18e siècle et que nous autres aussi, Haïtiens, au 19e siècle ou bien à la fin du 18e, pour entrer dans le 19e siècle, on a pris naissance. Donc, on peut dire que lorsque la France avait 18 ans, nous sommes nés. Donc, c'est normal que nous galérons un peu, c'est normal que nous n'arrivons pas encore à comprendre qui nous sommes, parce que nous sommes un peu des bébés dans l'âme. L'âme de la nation est très jeune. Et c'est pourquoi vous allez voir que ce sont les jeunes là maintenant qui doivent diriger, parce que vous allez voir que l'éminence grise du pays fait défaut, parce que non seulement les gens meurent très jeunes, les gens qui réussissent meurent jeunes, soit à cause de problèmes d'insécurité ou bien ils deviennent des évadés, ils ne peuvent pas rester dans le pays, ils sont obligés de laisser le pays très jeune pour aller évoluer à l'étranger. À un certain moment, on perd ses connexions avec le pays parce qu'on est englouti par une autre culture, une autre réalité, tout ça. Donc je pense que maintenant, la jeunesse c'est le pouvoir, la jeunesse c'est la réalité, la jeunesse c'est le présent, la jeunesse c'est la solution. Et moi je dis que les jeunes doivent continuer à s'engager, et s'engager, je vais vous dire, à plusieurs niveaux. Continuez de vous projeter socialement afin que les modèles que vous êtes, qu'on puisse vous voir. Donc c'est comme on dit, la lumière ne peut pas rester sur la table, il faut que la lumière soit sur la table. Il faut s'engager économiquement, c'est-à-dire lancer des initiatives, lancer ses entreprises, prendre des initiatives à caractère commercial, entrepreneurial, se lancer dans la politique aussi, c'est-à-dire viser, par exemple, il va y avoir des élections bientôt. Moi, je veux voir les 65% de jeunes dans les élections à travers les différentes fonctions. Et là, maintenant, on va mettre les bouchées doubles pour qu'il y ait de jeunes directeurs généraux, de jeunes ministres, de jeunes maires, de jeunes casecs, etc. Donc, il faut qu'on envahisse tous les secteurs parce que déjà, vous allez voir que ce qui est négatif, ce sont les jeunes aussi. Les gangs, ce sont les jeunes quand même. La drogue, ce sont les jeunes. Mais maintenant, il faut l'effet inverse. Voilà, oui, il faut des jeunes un peu partout. Il faut que les jeunes s'immiscent dans tous les secteurs, mais aussi pas n'importe comment, avec beaucoup de préparation, comme je disais, se former pour l'objectif qu'on veut atteindre. Donc ça, c'est mon conseil, c'est ma proposition. D'accord. Alors, vous avez occupé plusieurs postes stratégiques au sein du ministère de la planification, du ministère du commerce et de l'électricité d'Haïti. Quel enseignement tirez-vous de ces expériences? Comme je disais, on va refaire le point. J'ai un parcours un petit peu, comme j'ai dit, je suis fonctionnaire de l'État et moi, je me voyais toujours dans mon enfance comme un chef d'État. Quand je dis chef d'État, je veux dire aux gens qui m'écoutent, je parle pas de président, parce que c'est cette décantation qu'on n'arrive pas à faire, et j'aime dire toujours que les gens en Haïti ont la maladie de la présidence. Tout le monde veut être président dans le pays, mais c'est pas ça la solution. Mais il fallait un establishment, c'est-à-dire une élite, une classe d'élite qui voit avant tout la patrie, et n'importe qui dans cette élite peut être président. C'est comme là, on peut prendre l'exemple des États-Unis. Donc, c'est un establishment qui a fondé les États-Unis. C'est un groupe de personnes qui se sont dit, oh, nous sommes des élites, nous sommes les aristocrates de la nation, donc nous prenons en main. Je dis pas les oligarques, parce que n'importe qui peut devenir oligarque. Et quand je dis n'importe qui, c'est pas du n'importe quoi, parce que pour devenir oligarque, il faut seulement rentrer dans les affaires et gagner beaucoup d'argent. Donc, du jour au lendemain, on peut se lancer dans une affaire et puis on réussit. On peut aussi se lancer dans la drogue et puis on fait beaucoup d'argent. On devient un oligarque, parce que oligarchie veut dire ceux qui possèdent
les gens qui possèdent le plus dans la société. Mais moi, je parle d'aristocratie. Je parle des personnes les plus cultivées, les personnes les plus formées. Je parle de timocratie. Je parle des personnes qui ont le sens de l'honneur. C'est-à-dire, vous allez voir que les États-Unis d'Amérique, comme la Révolution française, elles ont été faites, elles ont été fondées par des personnes qui ont le sens de l'honneur. C'est pas des personnes qui possèdent beaucoup d'argent, par des riches, mais c'est plutôt par des personnes qui ont ce caractère-là. Donc moi, je me voyais toujours comme ce type de personne, comme un aristocrate de la République, comme quelqu'un qui tient les rênes de la République. Pas forcément en tant que président, je peux ne pas avoir aucun titre, et que moi, je suis un leader notable et que on sait que ma parole compte, ce que je dis compte. Donc, et c'est pourquoi j'avais visé, lorsque j'ai terminé avec mes études, bon, bien avant d'avoir terminé avec mes études universitaires, j'étais déjà nommé, j'ai fait un stage au ministère de la Planification, ensuite j'étais nommé au ministère et c'est là que j'ai commencé à travailler. J'avais choisi mon ministère aussi. Je voulais le ministère de la Planification et de la Coopération externe parce qu'en tant que diplomate de formation, je me suis dit tous les autres voyaient le côté politique, le côté représentatif de la diplomatie, mais moi je voyais le côté pratique, le côté coopération internationale parce que c'est à partir de la coopération que ça va atterrir. Et puis... Alors, Gabriel, il ne me reste pas beaucoup de temps. J'aurais aimé approfondir tout ça avec vous, mais malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Mais il y a quelque chose dont j'aimerais qu'on parle avant. Okay. Vous êtes le cofondateur de l'école Assistance Maritime Aérienne et hôtelière. Alors, la première école d'avion civil en Haïti. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce domaine et quels sont les impacts de cette école sur le secteur de l'aviation en Haïti? Rapide, vite, je vous dis. Donc, en 2018, j'ai commencé à voyager et à un certain moment, je voyageais souvent chaque année. Je voyageais avec des délégations. Et puis, un jour, quelque chose m'est passé par la tête. Je voyais les hôtesses de l'air et puis je me suis dit, mais pourquoi on n'arrive pas... Bon, est-ce qu'il y a une école comme ça en Haïti? Et puis moi, tout ce que je fais, je n'aime pas le hasard. Je veux que cela soit pérenne. Et je me suis dit, si je voyage beaucoup, si je voyage souvent, je dois aussi trouver une opportunité de créer quelque chose de concret avec ça. Et c'est à ce moment que le père Lenz et moi, nous nous sommes mis d'accord, on a réfléchi ensemble et on a trouvé une école française, c'est Mermoz Academy. Et puis on s'est rapproché un peu d'eux et puis ils nous ont offert leur expertise dans la matière et c'est à partir de là que nous avons fondé cette école parce que nous voulons voir des Haïtiens à travers les lignes européennes, les lignes américaines, comme hôtesse de l'air, comme aviateur, comme pilote, etc. Et aussi dans les croisières. Quand on parle d'assistance maritime, on prépare les jeunes pour être des hôtesses à travers les bateaux de croisière, tout ça. Et on se dit que c'est une grande filière qu'on peut développer en Haïti. Et partout où il y a un vide, il y a aussi une opportunité. Donc, puisqu'on a vu le vide, donc c'était pour nous non seulement une opportunité stratégique, mais c'est aussi une opportunité d'affaires. Et on a créé cette école. Et je pense en termes d'impact, nous avons déjà eu notre délégation, notre première délégation de IMA qui a été en Espagne l'année dernière. Et donc, on a aussi le support de l'ambassade d'Espagne en Haïti, l'ambassade d'Haïti en Espagne, qui nous soutiennent beaucoup dans ces projets. Et je pense que ça a déjà un très grand impact parce que nous sommes à notre deuxième promotion. Nous avons déjà une centaine de jeunes qu'on est en train de former dans ces domaines. Et je pense que c'est l'annonce d'un grand succès. Merci beaucoup, Gabriel. J'étais vraiment très, très contente d'échanger. Je pense que les auditeurs aussi ont bien fait connaissance avec cet homme merveilleux qui a vraiment pas mal de choses en Haïti. Donc, c'est un espoir pour Haïti. C'est un jeune qui donne justement de l'espoir à cette jeunesse haïtienne qui se demande des fois est-ce que Haïti va se relever? Non. Et oui, Haïti va se relever. Vous l'avez bien compris. Et merci beaucoup pour ton intervention. Nous sommes vraiment très, très, très fiers de vous. Donc, écoutez, vous revenez quand vous voulez. Merci. Vous parlez encore de vos projets et de merci, ce que vous faites. Je ne manquerai pas et je tiens à vous remercier particulièrement Venise pour l'invitation. Je remercie Michel Marchand, c'est un ami depuis Haïti, on se connaît, depuis Haïti on est dans les médias. Je te remercie de faire du bon travail et de raffiner le tympan de nos auditeurs parisiens et français. Et je remercie tous ceux qui nous ont écoutés, ceux qui nous écoutent aussi en Haïti à travers les réseaux sociaux. Donc, je vous aime beaucoup. Rendez-vous au sommet. Je suis là sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter et tout ce qui est possible, on le fera ensemble. Et ensemble,
Haïti renaîtra de ses cendres comme le phénix qui renaît de ses cendres. Merci beaucoup. Merci. AD Musique présente la soirée de gala Zinglin, album release party le 1er février 2025 à l'espace Chevreul de